L'homme et son évolution possible, cinquième conférence de Piotr Demanovitch Ouspensky. Nous avons étudié dans les vidéos précédentes les 4 premières conférences. Nous arrivons ici à la dernière conférence avant la conférence additionnelle qui est plutôt une conclusion ainsi qu'une session de questions et de réponses. L'objectif de ces vidéos est simplement de faire connaître ces idées à un plus grand nombre. Je ne prétends pas maîtriser ces idées, je ne prétends pas analyser objectivement, tout au plus, je fais part de mes propres points de vue et de certains liens que je peux y voir, notamment avec l'énéagramme et avec une vision expérimentale de la quatrième voie. Il n'y a aucune prétention dans ces vidéos autre que de faire connaître des idées qui ne m'appartiennent pas. Ceci étant dit, vous pouvez visionner les vidéos précédentes, elles seront dans la description, ou vous avez ici en haut à droite de votre écran un lien qui vous conduit vers une liste de lecture dans laquelle vous pourrez les voir les unes après les autres. Si toutefois vous n'avez pas vu ces vidéos, je vais faire un petit résumé en introduction de cette vidéo, après le générique, et puis, après la 6e conférence, je ferai un résumé, une dernière vidéo synthétique. Donc si vous n'avez pas le courage ou le temps de regarder toutes les vidéos, vous pouvez attendre la vidéo de synthèse. Dans cette conférence, cette 5e conférence, Ouspensky aborde un point qui est toujours extrêmement important, qui est peut-être même le cœur de de ce que constitue le travail, à savoir la différence et la complémentarité entre le savoir et l'être. Être qui est complètement absent de nos sociétés modernes, et il le dit déjà à son époque. Puis, il aborde la notion de compréhension, qui est quelque part le résultat d'un équilibre entre savoir et être. Il aborde notamment les différentes catégories d'êtres humains et les cercles différents de l'humanité, des cercles les plus intérieurs, du cercle le plus intérieur jusqu'au cercle le plus extérieur, à mettre en lien avec la notion qu'il aborde, que Gurdjieff aborde, des hommes numéro 1 à 7, que M. Gurdjieff aborde des hommes numéro 1 à 7. Comprendre les autres, c'est se comprendre soi-même. Si je ne me comprends pas moi-même, je ne peux pas prétendre comprendre les autres. Enfin, il aborde à nouveau la division des centres et approfondit un petit peu ces notions. Et il termine à nouveau par la clé la plus importante et la plus cruciale à appliquer pour transformer ou commencer à transformer la machine humaine. Là, je mets le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo qui aborde la 5e conférence de Piotr Demanovitch Ouspensky dans son livre L'homme et son évolution possible. Pour résumer les vidéos précédentes, en tout cas les notions fondamentales qui vont être nécessaires pour la compréhension de cette vidéo. Il est impératif de comprendre qu'il existe 2 aspects, 2 natures en nous. Une nature réelle, avec quoi nous sommes venus au monde, notre essence, et une nature artificielle, une construction familiale, sociale, sociétale, que l'on appelle personnalité. Ces 2 aspects sont nécessaires. L'essence est ce que nous sommes, elle possède un potentiel, mais elle a besoin de la personnalité pour actualiser et faire croître ce potentiel. Et la personnalité est nécessaire pour la croissance de l'essence et pour pouvoir acquérir les codes de fonctionnement, le langage, la pensée, tout ce que devrait constituer l'éducation, et pour fonctionner dans le monde, au sein du monde.
Le problème est que l'essence cesse son développement à un certain âge et elle s'endort. On dit qu'elle devient passive. La personnalité devient tout ce que nous connaissons de nous-mêmes. Nous nous identifions constamment et totalement à cette personnalité. Ce que vit la personnalité, nous le vivons. Ce que croit la personnalité, nous le croyons. Ce que ressent la personnalité, nous le ressentons. Le travail consiste à réveiller cette essence endormie, à développer cette essence et à rééquilibrer essence et personnalité pour rendre l'essence active. La personnalité ne doit pas dominer l'essence, c'est l'essence qui doit dominer et influencer la personnalité, donner son orientation. L'essence comporte des centres, des sortes de cerveaux, des centres de commande qui nous servent à contrôler nos fonctions. Les fonctions appartiennent à la personnalité et les centres appartiennent ou logent dans l'essence. Voici les centres et les fonctions, en tout cas les centres et les fonctions principales. Les trois centres inférieurs ou intermédiaires, centre instinctif et centre moteur que l'on peut regrouper, centre instinctivo-moteur, le centre émotionnel et le centre intellectuel, qui gèrent les processus mentaux. Le centre émotionnel gère les processus qui sont liés aux sentiments et aux émotions. Le centre instinctivo-moteur, les fonctions liées à l'instinct et au mouvement. Donc le centre intellectuel gère tout ce qui concerne les fonctions de perception des impressions, les sons, les odeurs, les images, etc. Formation de représentation, formation interne d'images qui permettent de se représenter le monde ou de se représenter des choses, des concepts. Formation de représentation et de concepts. Raisonnement, comparaison, affirmation, négation. Donc tout ce qui a trait aussi à la logique. Formation des mots, paroles, imagination. Le fait de pouvoir structurer une parole pour communiquer. Centre émotionnel, les fonctions associées sont celles du sentiment et de l'émotion. Bien qu'on pourrait noter que le sentiment, dans le jargon de la quatrième voie, est plutôt en lien avec un autre centre qu'on appelle le centre émotionnel supérieur. Puisqu'en réalité, nous sommes composés de 7 centres. C'est pourquoi on parle de centre inférieur ou de centre intermédiaire. Intermédiaire parce que le centre sexuel qui produit l'énergie sexuelle l'énergie doit passer par ces 3 centres pour pouvoir atteindre des sphères supérieures. Ces 3 centres ne sont pas équilibrés, ils sont déséquilibrés, ils fonctionnent de manière anormale, chaque centre s'occupant des affaires des autres. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous voulez approfondir, ou aux vidéos précédentes. Donc le sentiment véritable, le sentiment réel, le sentiment véritable est lié au centre émotionnel supérieur. Le centre instinctivo-moteur, donc l'instinct que j'aurais dû mettre en bas, concerne tout le travail interne de l'organisme, celui qui n'est pas conscient. La division des cellules, la circulation du sang, la captation de l'oxygène, même la respiration, dont je peux être conscient, est gérée par l'instinct. Je n'ai pas besoin de penser à ma respiration pour que mon organisme respire. Les sens, qui sont neutres, je pèse un objet, je soupèse, je sens son poids, je sens un courant d'air. Les émotions physiques, qui sont toutes les sensations, les sens neutres, qui sont toutes les sensations désagréables. Donc soupeser une tasse n'est pas désagréable, mais toucher une tasse et se brûler, c'est une émotion une émotion physique, c'est une sensation désagréable. Une caresse, une sensation douce, c'est une sensation agréable. Quand je mange un aliment et que j'aime, c'est une sensation agréable. Et les réflexes. On me tape sur le genou, mon pied se lève. J'ai la main sur le feu sans en avoir conscience, ma main se retire spontanément. Ce sont les mouvements réflexes, qui ne sont pas les mouvements qu'on appelle habituellement réflexes, parce qu'ils sont en général réglés et gérés par le centre moteur. On me lance une balle et je l'attrape. Pourquoi? Parce que j'ai acquis. Ici, au niveau de l'instinct, c'est inné. Je n'ai pas besoin de l'apprendre. Ici, c'est tout ce qui est acquis. Apprendre une balle, attraper une balle, j'ai besoin de l'apprendre. Et la mémoire physique, toutes ces mémoires qui s'engramment
dans notre corps et qui nous poursuivent pour le meilleur ou pour le pire tout au long, tout au long de notre vie. Probablement ce qu'on appelle aujourd'hui les engrammes. Donc le moteur, c'est tout le mouvement. Je me lève, je me déplace, je parle, je bouge les lèvres, je bouge la tête, je contracte les muscles, je détends les muscles, mouvement, repos. Parce que chaque centre a un côté positif et négatif, à l'exception peut-être du centre émotionnel. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes ou vers le livre que je vous conseille d'acheter si ces idées vous intéressent. Un autre point extrêmement important est la relation entre 4 états de conscience, dont les 2 premiers seulement nous sont accessibles, et les fonctions. Nous avons accès dans notre fonctionnement ordinaire aux 2 états inférieurs, le sommeil, quand nous dormons, et l'état de veille ordinaire. Le sommeil nous plonge dans une profonde inconscience, mais l'état de veille ordinaire dans lequel nous pensons être conscients est beaucoup plus proche de l'inconscience que de la conscience. Un état intermédiaire qu'on appelle conscience de soi, moi je l'appelle rappel de soi, auquel je mets des majuscules, mais il s'agit de la conscience de soi dans la formulation de Ouspensky, et la conscience objective. Le rappel de soi est en réalité l'outil qui conduit à la conscience de soi. Ce qui est important, c'est que mes fonctions se manifestent dans tous les états de conscience, essentiellement les 3 premiers états de conscience. C'est différent dans la conscience objective. C'est pourquoi quand j'ai des aperçus accidentels de cette conscience objective, je reviens avec un trou noir, parce que mes fonctions ne sont pas du tout présentes comme dans les états inférieurs. Dans le sommeil, je forme des représentations. L'imagination m'amène à créer tout un univers, des rêves, et je prends pour vrai tout ce que je vis dans mon rêve, jusqu'à ce que j'émerge du sommeil et que je me rende compte que tout ça n'était qu'un rêve. Et là, je crois être conscient, je crois être au contact de la réalité. En fait, je suis beaucoup plus proche du sommeil et du rêve que je ne le crois, par justement ce travail des formations de représentation, par l'imagination, par la comparaison. J'interprète absolument tout ce que je vois. Je vis dans un état de sommeil de la conscience, de sommeil de mon attention. J'ai l'attention nécessaire pour faire ce que j'ai à faire dans la vie quotidienne, m'occuper de ma famille, travailler, écrire des livres ou des symphonies, jouer de la musique, mais je n'ai pas l'attention nécessaire pour prétendre être conscient ou éveillé. Dans le 3e état, je suis dans un état de conscience de moi-même. La conscience devient plus éveillée et plus objective sur nous-mêmes. Et la conscience objective, libérée de tous mes filtres, de toutes mes représentations sur moi-même et sur le monde, j'ai une vision totale de la réalité. Ici, j'ai un contact dans le sommeil presque anéanti avec la réalité. Des bruits peuvent me parvenir, mais je ne les entends pas à peine, et ils s'immiscent dans mon rêve et ils se transforment en autre chose. Et ici, c'est pareil. Je perçois des choses, mais elles passent à travers tout un tas de filtres à cause de ce sommeil de la conscience, et je ne vois pas vraiment les choses, les êtres et moi-même. Ici, j'ai un degré de conscience plus éveillé, je suis plus présent à moi-même, ma conscience émerge et je suis beaucoup plus en contact avec la réalité. Mais des filtres subsistent. Ici, les filtres ont disparu. Donc, si j'ai compris que mes fonctions se manifestent d'une manière dans l'état de veille ordinaire et d'une manière différente, beaucoup plus réelle dans l'état de conscience de soi, je sais que la clé n'est pas de travailler sur les fonctions, sur mes schémas automatiques, sur la manière dont les choses se répètent dans ma vie, mais sur l'état de conscience qui permet la répétition de ces schémas, de ces automatismes. Ici, je suis dans un fonctionnement automatique. Ici, je ne suis plus vraiment dans un fonctionnement automatique. Lors de notre vie quotidienne, nous recevons des influences. Il y a 2 grands types d'influences. Les influences qu'on appelle influences A, qui sont des influences automatiques, et les influences C, qui sont des influences conscientes. Nous sommes traversés par les influences et
notamment les influences A. Les influences C ne nous atteignent pas directement. Elles sont jetées dans le flot de la vie et elles se manifestent sous la forme d'une influence qui est à la fois consciente et à la fois mécanique, qui en est la conciliation, les influences B. Donc les influences A, ce sont les influences de la vie ordinaire, les influences mécaniques, tout ce qui nous agite tout au long de notre journée et de notre vie. Se nourrir, se protéger, se soigner, s'habiller, réussir, apprendre, se cultiver. L'art au sens ordinaire, se marier, avoir des enfants, travailler, lire, se distraire, être connu, être reconnu, avoir des amis, avoir des relations, etc. Les influences C sont des influences conscientes qui sont issues d'une école et reçues directement, par transmission directe. Ce sont des influences conscientes qui, quelque part, viennent réveiller et toucher la partie réelle de nous-mêmes. Ces influences sont jetées dans le courant de la vie et elles donnent ce qu'on appelle les influences B à travers les livres sacrés, les danses sacrées, les rituels sacrés, certains rituels des religions, l'art sacré ou art objectif, la philosophie véritable, l'astrologie, le tarot, la magie, etc. Ce sont des influences intermédiaires qui ont pour but de nous conduire, si nous y sommes sensibles, à une école qui transmet l'influence C et qui transmet les outils, les connaissances et les outils de la transformation de soi-même. Donc la seule manière de transformer l'être humain, c'est de transformer notre conscience, et cela ne se fait qu'au contact d'une école qui transmet les influences nécessaires. Pour entrer en contact avec une école, j'ai besoin d'avoir formé correctement un autre centre qui appartient à la personnalité, cette fois, et qu'on appelle le centre magnétique. Il capte des influences B, et s'il y est sensible, d'une manière ou d'une autre, s'il est touché par ce qu'il reçoit, si ça l'amène à des réflexions philosophiques, à un questionnement profond sur le sens de son existence, alors se forme par fusion un centre qu'on appelle le centre magnétique. Et si ce centre est bien formé, il va me conduire magnétiquement vers l'école qui correspond à mon niveau d'évolution, à ce que je dois travailler. Où il va m'amener à reconnaître cette école lorsque je la rencontre. S'il est mal formé, je ne trouverai pas cette école ou je ne serai pas intéressé et je n'y resterai pas longtemps. Donc, on entre dans le propos de la 5e conférence. Je rappelle que ce travail d'ordre intérieur, vise en premier lieu à un développement de l'essence, essence qui est restée à un stade embryonnaire et qui fait que la personnalité est en position de domination de l'essence. Le savoir appartient à la personnalité. L'être est lié à l'essence, puisque l'être est ce que nous sommes et l'essence constitue la seule chose réelle en nous. Donc, il aborde dans cette conférence la distinction entre ces deux notions, savoir et être. Et on peut extrapoler, ça n'engage que moi, mais on pourrait extrapoler et dire que cela revient à cette notion d'équilibre dans le développement de l'essence et de la personnalité. Et le développement de l'être humain doit croître selon deux lignes, la ligne du savoir et la ligne de l'être. Le savoir consiste notamment en l'acquisition du savoir qui a trait à la connaissance de soi, parce que l'idée principale à retenir, c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Donc nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes et pour cela connaître les méthodes et les outils qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes. Comme dit l'adage inscrit sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même précède la connaissance de l'univers et des dieux. Tout comme dans l'Évangile où il est dit veiller et prier, la veille, la vigilance nécessaire à la connaissance de soi-même, précède la prière ou l'état de prière. Ouspensky nous dit que nous concevons très bien l'idée qu'il existe différents niveaux de savoir. Le savoir est relatif. Et on peut comprendre aussi que nous avons besoin d'acquérir un savoir nouveau. Le savoir ne s'infuse pas tout seul. Il faut des efforts, et il faut du temps, et il faut acquérir progressivement
un savoir que l'on ne possède pas. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas qu'il en va exactement de même pour l'être. L'être est relatif. Il existe plusieurs niveaux d'être. Et nous ne distinguons pas l'être du savoir. Nous ne comprenons pas qu'il faut développer parallèlement l'être et le savoir, l'être indépendamment du savoir. Le savoir ne modifiera en aucune manière notre être. Le savoir fait référence à la personnalité et l'être à l'essence. Donc, développer le savoir est nécessaire, mais il faut développer l'être, donc l'essence. Et le savoir qu'il faut développer, si l'on veut évoluer, c'est le savoir qui est relatif à la connaissance de soi et au développement de l'essence, au développement de l'être. Ouspensky cite un auteur russe, Vladimir Soloviev, qui emploie le mot être à propos d'une pierre, d'une plante, de l'animal, de l'être de l'animal, de l'être de l'homme et de l'être divin. Mais Ouspensky nous dit, et je cite, du point de vue ordinaire, une pierre, une plante et un animal sont et existent de la même façon que l'homme est ou existe. En réalité, ils existent de manière toute différente. Mais la division qu'introduit Soloviev n'est pas pour autant suffisante. Il n'existe rien de tel que l'être d'un homme. Les hommes diffèrent trop entre eux pour qu'il en soit ainsi. Il fait référence aux catégories d'êtres humains ou, comme il dit, aux catégories d'hommes, homme au sens neutre, homme numéro 1, 2, etc., jusqu'à 7. De plus, à l'intérieur même de ces catégories, les êtres peuvent différer totalement. Un homme numéro 1 peut être très différent d'un autre homme numéro 1 selon qu'il soit soumis entièrement aux influences A ou soumis également aux influences B, et cela à différents degrés, selon les êtres. Certains peuvent posséder un centre magnétique, d'autres non. Il dit aussi, et je cite, « Ils ont pu entrer en contact avec une influence d'école ou influence C. Ils peuvent être en voie de devenir des hommes numéro 4. Toutes ces catégories indiquent différents niveaux d'être. » Fin de citation. Dans la pensée religieuse, les distinctions ordinaires, comme les distinctions sociales, ne comptaient pas. Seule comptait la relation avec Dieu. D'un côté, je cite, les mécréants, infidèles et hérétiques, et de l'autre, les vrais croyants, les justes, sages et prophètes. Fin de citation. Ces distinctions sont en relation avec la notion d'homme numéro 1 à 7 et avec la notion des trois humanités. Donc je fais ici un pont avec la vidéo que j'ai réalisée sur les trois humanités, notion que l'on retrouve dans toutes les cultures et toutes les traditions, et qui s'appuie sur cette différence entre l'être des hommes et des femmes. Trois grandes catégories qui elles-mêmes se divisent en plusieurs catégories, comme dans l'exemple des hommes numéro 1 à 7. Je vous renvoie vers le lien en haut à droite de votre écran pour visionner cette vidéo, ou elle sera dans la description. Dans la pensée moderne, en tout cas dans la pensée occidentale, on ne reconnaît pas cette notion de l'être, ni ces différents degrés qui peuvent exister au sein de l'être, des différents niveaux de l'être. Il dit, et je cite, « Au contraire, on pense que plus il y a de divergences et de contradictions dans l'être d'un homme, plus il peut être intéressant et brillant. Il est généralement admis, de manière tacite, mais parfois même ouvertement, qu'un homme peut être menteur, égoïste, sans parole, extravagant, pervers, et être toutefois un grand savant ou un grand philosophe ou un grand artiste. Bien sûr, cela est impossible. L'incompatibilité entre différents aspects de l'être d'une personne, ce qui est généralement qualifié d'originalité, est en fait une faiblesse. On ne peut pas être un grand penseur ou un grand artiste si l'on est doté d'une pensée perverse ou incohérente, pas plus qu'on ne peut être champion de boxe ou athlète si l'on est atteint de tuberculose. L'idée très répandue selon laquelle l'incohérence et l'ammoralité, je précise le fait d'être amoral, non moral, serait un gage d'originalité et responsable de nombre d'impostures,
scientifique, artistique et religieuse de notre temps et sans doute de tous les temps. Fin de citation. Donc, l'être doit se développer parallèlement au savoir, mais toujours dans un rapport équilibré, sans quoi nous produisons un développement unilatéral qui ne nous mènera nulle part, ou alors à des contradictions intérieures sérieuses. Je cite, dans la vie ordinaire, nous ne rencontrons qu'un seul cas, celui où le savoir l'emporte sur l'être. Le résultat prend la forme d'une dogmatisation de certaines idées et de ce fait, tout développement ultérieur devient impossible en raison de la perte de compréhension. Fin de citation. Donc là, il aborde la notion de la compréhension. J'avais précisé dans certaines de mes vidéos que la compréhension était le résultat d'un équilibre entre le savoir et l'être. Il dit qu'on ne peut pas savoir ce qu'est réellement la compréhension, parce qu'on a toujours confondu la connaissance avec le savoir ou avec la possession d'informations. Savoir, c'est acquérir des informations, quelque part des concepts. Comprendre, c'est lorsque ces informations rencontrent un niveau d'être suffisant qui permet d'assimiler ces informations, informations qui ont trait à la connaissance de soi, essentiellement, et de produire cette compréhension. C'est une application de cette loi de 3. Force active, force passive. Le savoir, c'est la force active. Je vais chercher des informations. Être, c'est la force passive qui reçoit ces informations. C'est le réceptacle de ces informations et qui est capable de les digérer, de les assimiler s'il a un niveau suffisant de développement, un niveau de développement de l'être qui correspond au niveau de la connaissance qui est reçue. Si la connaissance qui est reçue ne correspond pas à un niveau d'être suffisant, elle reste sous forme de savoir, de concept, d'information. Elles n'ont aucune utilité. Pour Ouspensky, qui reprend les idées de M. Gurdjieff, pour comprendre, il faut toujours être capable de placer cette compréhension dans des éléments de perspective beaucoup plus vastes, d'avoir une vision plus globale dans laquelle les éléments de connaissance viennent éclairer d'autres éléments et sont éclairés par ces éléments. Il prend l'exemple d'une monnaie. Si on retrouve une monnaie ancienne, on peut tout savoir sur cette monnaie, l'année où la pièce a été frappée, apprendre tout ce qu'on peut savoir sur la personne dont l'effigie est présente sur le côté face, déterminer tous les composants de la pièce, etc. Mais nous ne pouvons pas comprendre cette pièce de monnaie si nous ne comprenons pas quelle était la valeur relative de cette monnaie à cette époque par rapport aux autres monnaies, et donc en comparaison par rapport à la monnaie actuelle. Il faut resituer dans le contexte pour réellement comprendre, situer un élément dans un ensemble plus vaste. On associe compréhension et savoir et nous croyons qu'il nous suffit de disposer d'informations sur un domaine pour le comprendre. Voire parfois, nous inventons des nouveaux mots pour qualifier des choses incompréhensibles et ainsi se les approprier et nous donner de cette manière l'illusion que l'on sait de quoi on parle. Je vais faire référence à un grand nombre de syndromes en médecine ou en psychologie qui sont souvent des mots compliqués qui ne font que constater un phénomène et le nommer, l'étiqueter, sans rien en comprendre dans sa relation avec l'organisme et les déséquilibres qui sont à l'origine de ce syndrome. On constate les symptômes, on ne comprend pas leur origine, leur raison d'être, et on les étiquette, on leur donne un nom. Parfois, on traite les symptômes sans aller chercher à traiter la cause profonde à l'origine de ce symptôme ou de ces symptômes. Ouspensky nous dit qu'il est impossible de comprendre une personne et en même temps d'être en désaccord avec. Alors que, d'après lui, on dit souvent à une personne qu'on la comprend, mais qu'on n'est pas d'accord avec elle. Je vous comprends, mais je ne suis pas d'accord. Je cite, « Si vous comprenez un homme, vous êtes d'accord avec lui. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous ne le comprenez pas. » D'autant plus que compréhension en français signifie prendre avec soi. Je le fais mien. Donc, savoir et être doivent se développer
parallèlement et de manière équilibrée. Mais aucun des deux ne peut demeurer immobile. Rien n'est figé dans la création. Tout est en perpétuel mouvement, et ce qui n'évolue pas involue. Si un des deux ne croît pas et ne se renforce pas, il diminue et s'affaiblit. Il dit, et je cite, la compréhension peut être comparée à la moyenne arithmétique entre le savoir et l'être. Et ceci montre la nécessité d'une croissance simultanée du savoir et de l'être. La croissance de l'un d'entre eux et la diminution de l'autre ne modifiera pas la moyenne arithmétique. Fin de citation. Pour comprendre un homme, il faut posséder un degré d'être et de savoir équivalent. Donc, on ne peut pas être en désaccord. Je cite, une autre fausse caractéristique de notre temps est que la compréhension puisse être différente et que les gens puissent, c'est-à-dire aient le droit, de comprendre les mêmes choses de manière différente. Fin de citation. Ce qui est faux si on prend cette notion de la compréhension. Il n'y a qu'une seule compréhension. Le reste est incompréhension ou bien compréhension incomplète, partielle. Parce que, je répète, il dit, et je cite, la compréhension signifie compréhension d'une partie en relation avec le tout. Fin de citation. Je ne peux comprendre mon petit doigt et son fonctionnement qu'en le resituant dans sa relation avec les autres doigts, avec la main, avec le bras et avec l'organisme tout entier et le monde extérieur dans lequel nous nous manifestons. D'où l'importance de l'enseignement. Mais d'une façon ordinaire, il y a autant de façons de comprendre qu'il y a d'hommes et de femmes, parce que chacun comprend à sa manière les choses qu'il perçoit. Il dit plutôt, et je cite, à sa façon ou en fonction de ses habitudes ou en fonction de ses routines, mais il ne s'agit là que d'une compréhension toute subjective ou relative. Le chemin qui mène à la connaissance objective passe par l'enseignement des écoles et par un changement d'être. Fin de citation. Il revient donc sur la distinction entre les hommes numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, avec d'un côté les hommes ou les êtres numéro 1, 2 et 3, et de l'autre les catégories supérieures. Je cite, la différence est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Elle est si grande que, selon ce point de vue, toute la vie peut être considérée comme divisée en deux cercles concentriques, le cercle intérieur et le cercle extérieur de l'humanité. Je vous renvoie à nouveau sur la vidéo sur les trois humanités. Une humanité extérieure, une humanité intérieure et une partie de l'humanité qui se situe sur un pont intermédiaire et qui a potentiellement la capacité de passer dans la partie intérieure de l'humanité, que les gnostiques appellent les pneumatiques, par opposition aux iliques, la partie extérieure, et dans cette partie extérieure, à la frange de cette partie extérieure, les psychiques. Donc un petit détour par cette notion des trois humanités chez les gnostiques, par exemple, que j'ai mis en analogie, puisque le centre moteur ou instinctivo-moteur est bien lié au ilique, parce que ilique, ça veut dire intestin. Ce sont les personnes menées par leurs instincts. Le centre émotionnel est en lien avec les psychiques et le centre intellectuel est en lien analogique avec les pneumatiques, uniquement analogique. Les psychiques sont les personnes qui sont partie prenante de l'humanité extérieure, mais qui ont potentiellement la capacité d'évoluer vers l'état de pneumatique. Chez les hindous, par exemple, même dans l'organisation sociale, on retrouve cette distinction sous forme de castes. On parle de 4 castes, mais traditionnellement, on peut parler aussi de 3 castes, puisqu'on regroupe les 2 castes intermédiaires. Chez Platon, par exemple, on retrouve aussi l'idée d'une organisation sociale, une division extérieure qui reprend la division intérieure, les producteurs et artisans en bas, les guerriers et les gardiens intermédiaires, et les philosophes rois qui doivent gouverner. On peut plutôt faire une analogie avec le corps, l'âme et l'esprit. Les iliques sont vraiment liés au corps et à ses instincts, ses fonctions. Les psychiques ont le germe d'une âme et les pneumatiques ont réalisé l'esprit. Chez les bouddhistes,
la trividia, une division tripartite qui est plutôt là axée sur l'aspect intérieur, les ignorants, les moyens et les éveillés. Chez les stoïciens, les incompétents, les progressants et les sages. Chez les musulmans, hormis l'aspect intérieur ou l'aspect soufi par exemple de l'islam, il y a 3 niveaux de foi. Un niveau plus mécanique, où on répète les prières et on fait mécaniquement, un niveau où la foi commence à apparaître et un niveau plutôt d'union avec Dieu. On retrouve une même division tripartite chez les soufis, différents niveaux de réalisation intérieure. Je vous renvoie vers la vidéo sur les 3 humanités pour approfondir tous ces termes et voir à quoi ils correspondent. Dans la tradition chrétienne, on retrouve une distinction entre les fils de Caïn, les fils d'Abel et les fils de Seth, qui ont une vraie compréhension de la gnose. Et qu'on retrouve dans l'organisation sociale au Moyen Âge, donc une manifestation extérieure de cette distinction intérieure, les laboratores, ceux qui travaillent, les bellatores, ceux qui font la guerre, et les oratores, ceux qui prient. Le tiers-état, la noblesse, le clergé. Donc, dans cette division en 2 catégories, le cercle intérieur est constitué des hommes numéros 5, 6 et 7, et le cercle extérieur des hommes 1, 2 et 3. Les hommes numéro 4 se trouvent au seuil du cercle intérieur, c'est-à-dire entre les 2 cercles, un peu comme les psychiques dans la classification des gnostiques. Il parle du cercle intérieur et des 3 catégories d'êtres supérieurs, mais, et je cite, « Pour l'instant, cette division ne nous concerne pas. Pour nous, les 3 cercles intérieurs n'en forment qu'un. » Fin de citation. Nous vivons dans le cercle extérieur et plusieurs termes peuvent le désigner. On peut l'appeler cercle mécanique parce que tout se déroule de manière machinale ou mécanique. Les êtres qui y habitent sont des machines. C'est ce que disait M. Gurdjieff. Il a insisté sur le fait que nous étions des machines. Nous, on l'appelle aussi le cercle de la confusion des langues, puisque nous ne comprenons les choses qu'en fonction de nos filtres subjectifs. Nous ne nous comprenons pas. Et même si nous semblons parler la même langue et parler de la même chose, nous ne nous comprenons pas. Parfois, nous utilisons des mots similaires et nous pensons être d'accord, alors qu'en fait, nous parlons de 2 choses différentes. Et parfois, nous parlons de la même chose avec des mots différents et nous sommes en désaccord, par exemple. Donc, à ce titre, la véritable compréhension n'existe que dans le cercle intérieur. Elle ne nous appartient pas. Je cite, « Si les hommes du cercle extérieur réalisent qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres, et s'ils éprouvent le besoin de se comprendre, ils doivent essayer de pénétrer dans le cercle intérieur, car la compréhension entre les hommes n'est possible que là. » Mais cet accès requiert un travail long et difficile, qui nécessite d'abord d'étudier un nouveau langage, et je vous renvoie aux vidéos précédentes dans lesquelles il parle de ce nouveau langage, qui est un langage objectif, qui est le langage du cercle intérieur. Mais comme nous sommes à l'extérieur, nous ne pouvons avoir que des rudiments de ce langage. Toutefois, c'est déjà suffisant pour mieux nous comprendre, pour ébaucher un début de compréhension. Les 3 catégories au sein du cercle intérieur, les 3 cercles intérieurs, possèdent là aussi différents langages. Une des preuves de ce que l'on dit ici, c'est que nous pouvons observer que par l'étude de nous-mêmes, par l'observation de nous-mêmes, nous commençons à comprendre des choses, à comprendre nous-mêmes ou les autres ou certains livres beaucoup mieux que nous ne pouvions le faire auparavant. Pourquoi? Parce que le degré d'être évolue et nous pouvons assimiler un savoir qui jusque-là nous échappait et ne devenait pas une véritable compréhension. Et il y a donc beaucoup de degrés dans cette possibilité de comprendre de manière différente, de manière plus profonde, des choses que nous ne comprenons pas pour l'instant ou que nous ne comprenions pas auparavant. La compréhension, dit-il, elle fluctue constamment. Parfois nous comprenons plus, parfois nous comprenons moins. Donc il existe une possibilité de maintenir cette compréhension à des niveaux très hauts et même de les dépasser.
Mais c'est ici qu'intervient cette distinction entre le savoir et l'être. La connaissance théorique ou l'étude théorique n'est pas suffisante. Nous devons travailler sur notre être et notamment sur le changement de notre être, sur une transformation. La seule manière de comprendre les autres, c'est d'abord de se comprendre soi-même. Et cela est déterminé par notre propre être, par le degré, le niveau de notre être. Nous pouvons évaluer le savoir des autres, mais nous ne pouvons pas évaluer leur être. Nous ne pouvons voir en eux que ce que nous avons déjà vu en nous-mêmes. Je cite, nous commettons toujours l'erreur de penser que nous sommes capables d'évaluer le niveau d'être des autres. De fait, si nous souhaitons rencontrer et comprendre ceux qui possèdent un développement supérieur au nôtre, nous devons travailler à transformer notre être. Je cite de nouveau, revenons à présent à l'étude des centres et à celle de l'attention et du rappel de soi, car ce sont les seules voies qui mènent à la compréhension. Fin de citation. Et là, on va aborder une notion que j'appelle les sous-centres, à savoir que l'être humain est divisé en 3 centres dits inférieurs, mais que j'appelle plutôt intermédiaires. Le centre moteur ou instinctivo-moteur, le centre émotionnel, le centre intellectuel, qu'on peut relier analogiquement au corps, à l'âme et à l'esprit. Nous avons vu à quelles fonctions ces centres correspondaient dans la personnalité. Je vous le mets pour rappel. N'hésitez pas à faire une pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir et de faire votre propre compréhension de ces idées. Donc, 3 centres qui sont divisés chacun en 2 parties. Chacune de ces 2 parties, elle-même étant divisée en 3 sous-parties. Chaque centre comporte 6 parties. Et chacune de ces 6 parties est elle-même divisée en 3 parties, les sous-centres, mécaniques, émotionnels et intellectuels. Là, il va d'abord se concentrer sur le centre intellectuel pour expliquer le fonctionnement de ces parties à l'intérieur des centres. La partie mécanique d'un centre, qui est la partie motrice ou instinctivo-motrice, fonctionne donc de manière automatique ou presque automatique. Elle ne requiert aucune attention, comme le fonctionnement interne de l'organisme. Ça ne requiert aucune attention, même de respirer, même si je peux agir sur la respiration. Ça ne requiert aucune attention que de capter l'oxygène dans les poumons et de l'envoyer dans le cœur, puis de l'envoyer aux cellules, de transformer l'alimentation. Aucune volonté ni aucune attention. C'est le signe du centre instinctivo-moteur ou des parties instinctivo-motrices de chaque centre. Mais à cause de cela, dit-il, elle ne peut pas s'adapter à un changement de circonstances. Elle ne peut pas penser et continuer à fonctionner comme elle a commencé à le faire, même quand les circonstances ont complètement changé. Fin de citation. C'est pourquoi nous fonctionnons sous forme de schémas qui se reproduisent et qui nous amènent à nous comporter de la même manière sans jamais être capables de nous adapter à ce qu'exige réellement la situation. Et c'est pour ça que je dis que l'énéagramme est basé sur l'instinct, que l'instinct contrôle tout, parce que l'instinct contrôle mécaniquement tous nos centres, à défaut d'y appliquer notre attention. Nous avions vu que la conscience et la volonté allaient ensemble. L'inconscience indiquait une absence totale de volonté. Et l'attention est clairement et directement liée à la conscience. Notre niveau de conscience dépend de notre travail sur l'attention. Donc, à propos du centre intellectuel, il y a bien 3 parties, une partie mécanique, une partie émotionnelle et une partie intellectuelle. Nous allons parler de la partie mécanique. La partie mécanique du centre intellectuel, c'est quelque part le travail qui consiste à enregistrer les impressions, tout ce que l'on reçoit, les souvenirs, les associations, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Normalement, elle ne devrait faire que cela.
Normalement signifie que les autres parties du centre font correctement leur travail. Cette partie ne devrait surtout pas répondre à des questions posées au centre tout entier, ni tenter de résoudre ses problèmes, dit-il. Elle ne devrait jamais décider de rien. Son rôle est simplement de recevoir et d'enregistrer les données reçues par le biais des impressions. Je cite, malheureusement, elle est toujours prête à décider et en fait, elle répond toujours de manière étroite et limitée aux questions de toutes sortes. Cela au moyen de phrases toutes faites, d'expressions argotiques ou de slogans politiques. Fin de citation. Cela explique beaucoup de choses dans les différents cadres de pensée, y compris et surtout dans les temps modernes. On appelle cette partie l'appareil formateur ou centre formateur. Je cite, de nombreuses personnes, notamment les hommes numéro 1, soit la majorité de l'humanité, vivent leur existence entière au moyen de leur seul appareil formateur, sans contact aucun avec les autres parties de leur centre intellectuel pour tous les besoins immédiats de la vie, pour recevoir les influences et y répondre, ainsi que pour déformer ou repousser les influences C. L'appareil formateur est tout à fait suffisant. Fin de citation. Reconnaître l'appareil formateur est assez simple. Il fonctionne sur un mode binaire. Il oppose, dans les termes de l'auteur de son époque, bolchevisme et fascisme, travailleurs et bourgeois, prolétaires et capitalistes, et ainsi de suite. On pourrait trouver d'autres critères aujourd'hui, les gauchistes et les fascistes, les complotistes et les normies, etc. Chacun a un terme pour désigner l'autre, dans un rapport très binaire. À notre époque, comme à toutes les époques, les théories modernes les plus populaires relèvent toujours de l'appareil formateur. La partie émotionnelle du centre intellectuel. Il s'agit de ce qu'il appelle émotion intellectuelle, soit, je cite, le désir de savoir, le désir de comprendre, la satisfaction de savoir, l'insatisfaction de ne pas savoir, le plaisir de la découverte, et ainsi de suite, bien que chacun d'entre eux puisse se manifester à des niveaux très différents. Fin de citation. Le travail de la partie émotionnelle requiert une pleine attention, mais dans cette partie du centre, l'attention ne demande aucun effort. Elle est attirée et retenue par le sujet lui-même, très souvent sous l'effet d'une identification qualifiée habituellement d'intérêt ou d'enthousiasme, de passion ou de dévotion. Fin de citation. Il faut une pleine attention, mais l'attention, elle a une tendance à être captivée, à être fascinée par l'objet sur lequel elle se pose. Il s'agit des centres d'intérêt qui nous captivent. Notre attention est simplement captivée, comme aimantée. Il n'y a pas de notion d'effort d'attention. Enfin, la partie intellectuelle du centre intellectuel, ce sont nos capacités. Il s'agit de nos capacités de création, de construction, d'invention et de découverte. Ici, le fonctionnement ne peut pas se faire sans notre attention. Cette attention doit être contrôlée et maintenue par la volonté et par l'effort. Et il souligne ce dernier point, volonté et effort. Et là, c'est le point concret pour savoir quelle partie du centre est active, ou plutôt pour savoir dans quelle partie du centre nous nous situons. La partie mécanique, la partie émotionnelle ou la partie intellectuelle. C'est le critère de l'attention. Dans la partie mécanique, aucune attention. Dans la partie émotionnelle du centre, une attention captivée, sans effort. Dans la partie intellectuelle du centre, une attention volontaire et un effort d'attention. C'est un point concret que nous pouvons reconnaître en nous-mêmes, notamment dans ce travail d'observation. Dans quelle partie ou sous-partie du centre je me situe, j'ai besoin de me poser la question, est-ce que mon attention est présente ou pas? Si elle n'est pas présente, c'est la partie mécanique. Si elle est présente sans effort, c'est la partie émotionnelle. Si elle est présente avec effort et volonté, c'est la partie intellectuelle. Selon les termes d'Ouspensky, je cite, privé d'intention ou avec une intention vagabonde,
nous nous situons dans la partie mécanique. Lorsque l'attention est attirée et maintenue par le sujet de l'observation ou de la réflexion, nous nous situons dans la partie émotionnelle. Lorsque l'attention est contrôlée et maintenue sur le sujet par la volonté, nous nous situons dans la partie intellectuelle. Et donc, nous pouvons entrevoir comment nous pouvons faire travailler la partie intellectuelle de chacun des trois centres. Je cite, en observant l'attention et en essayant de la diriger, nous nous contraignons à travailler dans la partie intellectuelle des centres, car le même principe s'applique également à tous les centres, bien qu'il ne soit pas toujours aisé pour nous de les distinguer, notamment dans le centre instinctif, dont la partie intellectuelle travaille sans ce genre d'attention que nous pouvons percevoir ou contrôler. Fin de citation. C'est-à-dire que l'intelligence de l'instinct qui règle toutes les fonctions inconscientes de l'organisme, la respiration avec un bémol bien sûr, la circulation sanguine, les échanges entre les organes, etc., nous ne pouvons pas être conscients directement de cette forme d'intelligence, puisqu'elle est inconsciente et involontaire, bien qu'il y ait bien une manière de travailler sur cette sphère. Ensuite, il va aborder le centre émotionnel. Nous avions parlé dans les vidéos précédentes des émotions négatives, notamment dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien. Mais là, il ne s'attache pas à ces émotions négatives, mais plutôt toujours à cette division de chaque centre en trois parties. Une partie mécanique, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle. Donc on va commencer par la partie mécanique du centre émotionnel. Il parle ici des plaisanteries vulgaires, les plaisanteries toutes faites, le sens grossier du comique, le goût pour l'excitation, les manifestations spectaculaires, le goût pour les fresques historiques, la sentimentalité, l'attirance pour la foule et le plaisir d'en faire partie, l'attraction pour toutes sortes d'émotions collectives et la tendance à sombrer dans les émotions les plus basses, à demi bestiales, la cruauté, l'égoïsme, la couardise, l'envie, la jalousie, et ainsi de suite. Fin de citation. Voilà comment on peut reconnaître notamment la partie mécanique du centre émotionnel. Les passions de l'âme, par exemple, viennent donc de la partie mécanique du centre émotionnel. Elles ne viennent pas de l'émotion. Un point important, pourquoi cette mécanicité est si forte et pourquoi il est difficile d'en sortir, notamment par l'aspect de l'intelligence, eh bien le centre intellectuel, comme nous l'avons vu, il l'a dit, est beaucoup plus lent que le centre instinctivo-moteur. Enfin, que les centres instinctifs et moteurs, qui eux travaillent à la même vitesse. Ils travaillent avec un hydrogène plus fin, ce qui les rend plus rapides. Le centre intellectuel travaille avec un hydrogène plus grossier, ce qui le rend plus lent. Donc l'instinct réagit avant même que l'intellect ait pu comprendre ce qui se passait et donc décider en toute volonté de l'action à mettre en place. Je ne peux pas agir, je ne fais que réagir. Puis vient la partie émotionnelle du centre émotionnel. Alors, elle est très variable selon les personnes. Je cite, elle peut comporter le sens de l'humour ou le sens du comique, aussi bien que l'émotion religieuse, esthétique ou morale. Et dans ce cas, elle peut mener à l'éveil de la conscience morale. Mais avec l'identification, elle peut devenir quelque chose de très différent. Elle peut être très ironique, râleuse, sarcastique, cruelle, obstinée, méchante et jalouse, quoique d'une manière moins primitive que la partie mécanique. Fin de citation. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la partie émotionnelle du centre émotionnel. La partie intellectuelle du centre émotionnel, il en dit qu'elle est aidée par les parties intellectuelles des centres instinctifs et moteurs et qu'elle détient le pouvoir de création artistique. La création artistique loge dans la partie intellectuelle du centre émotionnel. Je cite, dans le cas où les parties intellectuelles des centres instinctifs et moteurs qui sont nécessaires à la manifestation de la faculté créatrice ne sont pas assez éduquées ou ne lui correspondent pas dans leur développement, elle peut se manifester sous la forme de rêves. Ceci explique la beauté et le côté artistique des rêves de personnes par ailleurs nullement artistiques. Fin de citation.
Donc c'est la partie instinctive et motrice qui permet de manifester la création artistique qui relève du centre émotionnel, de la partie intellectuelle du centre émotionnel, à condition qu'elle soit sur un même degré d'éducation ou de développement. Et cette partie intellectuelle du centre émotionnel est le siège principal du centre magnétique. Principal parce que si ce centre magnétique n'existe que dans le centre intellectuel ou dans la partie émotionnelle du centre intellectuel, il ne sera pas assez fort pour être efficace, nous dit-il. Donc il peut échouer ou commettre des erreurs. Je cite, mais la partie intellectuelle du centre émotionnel, quand elle est parfaitement développée et qu'elle travaille à pleine puissance, est une voie vers les centres supérieurs. Fin de citation. Notamment peut-être parce que le centre émotionnel est en lien avec le centre émotionnel supérieur, ou en tout cas il peut être en lien s'il fonctionne correctement, et comme nous l'avons vu avec le bon hydrogène. Puis il termine sur le centre moteur, constitué lui aussi de ces trois parties. La partie mécanique du centre moteur est automatique. Et je rappelle qu'il disait que tous les mouvements que l'on qualifie d'instinctifs dans le langage ordinaire sont en règle générale des mouvements qui ne sont pas issus de l'instinct, mais du corps, dans sa partie mécanique, d'où l'aspect instinctif. J'attrape une balle qu'on me lance sans m'avoir prévenu. Entrent aussi dans cette catégorie toutes les capacités ou fonctions de mimétisme, cette capacité d'imitation qui joue un rôle très important dans la vie et notamment dans l'apprentissage les premières années. Pas besoin d'insister sur cette partie mécanique du centre mécanique, c'est là que siège l'automatisme quand j'apprends à conduire. Je finis par conduire mécaniquement parce que mon corps absorbe le mouvement et c'est ce qu'il a à faire. Et c'est cette intelligence qui passe les vitesses sans que j'ai besoin de réfléchir, qui freine, qui accélère, etc. On peut le retrouver dans tous les apprentissages. La partie émotionnelle du centre moteur ou instinctivo-moteur, elle est liée au plaisir du mouvement, à l'amour des sports et des jeux, nous dit-il. Un point intéressant, c'est qu'il dit que cette partie émotionnelle devrait relever de cette partie du centre, mais je cite, quand l'identification et d'autres émotions s'en mêlent, il en est rarement ainsi, et dans la plupart des cas, l'amour du sport se situe dans la partie motrice du centre intellectuel ou du centre émotionnel. Fin de citation. Je ne pratique pas une activité physique pour le plaisir du mouvement, de sentir mon corps en mouvement, qui procure un bien-être à mon corps, mais je peux le faire pour des raisons de compétition, de prouver quelque chose, etc. Ce n'est pas la bonne partie du centre, la bonne partie du bon centre qui dirige cette activité, ce qui conduit à énormément d'abus. Il fait peut-être allusion au fait de faire du sport par esprit de compétition ou pour des raisons plus intellectuelles et non pas pour le simple plaisir de sentir son corps en mouvement. Du coup, ça provoque une certaine tension dans l'action, alors que l'action à partir de la partie émotionnelle du centre moteur procure une légèreté dans l'action. Ça, c'est mon interprétation personnelle qui n'engage que moi. La partie intellectuelle du centre moteur. Il dit de cette partie qu'elle est un instrument très important et très intéressant. Il dit que si on a entrepris correctement toutes sortes de travaux physiques, on sait que nous avons besoin de faire preuve d'invention. Effectivement, si on se met au bricolage, par exemple, chaque situation est différente et on ne peut pas reproduire mécaniquement ce qu'on a fait la situation d'avant. Il y a toujours des différences, il y a toujours des problèmes que l'on n'avait pas envisagés, des conditions qui sont tout à fait différentes alors qu'elles avaient l'air totalement similaires. Je change un bac de douche chez quelqu'un et je change le même bac de douche chez quelqu'un d'autre dans une situation qui a l'air similaire et je vais devoir adapter parce qu'il y aura tellement de choses différentes que je vais devoir être créatif à chaque étape. Il faut constamment chercher une solution. Et là, c'est le rôle de la partie intellectuelle du centre moteur. Comme dit-il, la capacité d'imiter à volonté la voix des autres ou leurs intonations ou leurs gestes. Mais je cite, à des niveaux supérieurs ou plus développés,
Ce point d'imitation se lie au travail de la partie intellectuelle du centre émotionnel. C'est-à-dire qu'à certains niveaux supérieurs ou plus développés, il y a un lien qui s'établit entre la partie intellectuelle du centre moteur et la partie intellectuelle du centre émotionnel. Enfin, le centre instinctif, son travail reste pour nous très obscur et il nous est donné de ne connaître que sa partie sensorielle et émotionnelle. Nous avions déjà abordé ce point entre les sensations neutres et les sensations agréables ou désagréables qui sont ce qu'on appelle les émotions instinctives. La partie mécanique. Il s'agit donc des sensations très courantes que pourtant nous ne remarquons pas ou à peine, mais qui servent de base aux autres sensations. C'est un point intéressant qu'il ne développe pas, mais qui mériterait d'être développé. Certaines sensations et certaines émotions sont d'abord liées à des sensations très subtiles qui sont liées à l'instinct et qui produisent via l'imagination tout un tas d'autres sensations et tout un tas d'autres phénomènes, notamment des émotions négatives ou des émotions ordinaires. Dans cette partie mécanique du centre instinctif se trouvent également les mouvements instinctifs dans le sens correct. Et je cite, c'est-à-dire tous les éléments internes tels que la circulation du sang, l'assimilation de la nourriture et les réflexes internes et externes. Fin de citation. On en a déjà abondamment parlé. Enfin, la partie émotionnelle, il n'en parle pas, mais il avait fait référence aux émotions instinctives, c'est-à-dire aux sensations qui sont agréables ou désagréables. Je mange un aliment qui a un goût de pourriture, c'est une sensation désagréable. C'est la partie émotionnelle du centre instinctif. J'en ai besoin pour la survie de mon organisme. Je goûte un aliment et je reconnais que c'est un poison, qu'il est pourri. C'est nécessaire à ma survie. Quand on perd le goût, on peut manger des aliments pourris et être malade sans même s'en rendre compte. Je vois une bouteille d'eau, je veux boire, et quand j'ouvre, elle sent l'eau de Javel. L'odeur est particulièrement désagréable et je m'abstiens de la boire. C'est une question de survie. Enfin, la partie intellectuelle, elle est très importante et nous pouvons rentrer en contact avec elle dans l'état de conscience de soi ou lorsqu'on s'en approche. Je cite, la partie intellectuelle du centre instinctif est le cerveau qui dirige tout le travail de l'organisme. Un cerveau très différent du centre intellectuel. Donc, c'est la conclusion de cette vidéo et c'est la conclusion de cette conférence. Si nous voulons étudier le centre, les centres et leurs fonctions spéciales, il nous faut un certain degré de rappel de soi. Sans ce rappel de soi, il ne m'est pas possible d'observer de manière claire et pendant suffisamment de temps ces fonctions pour comprendre comment elles se manifestent, comment elles se différencient, et notamment comment elles fonctionnent au sein de chaque centre. L'étude de l'attention, dit-il, plus que tout autre, révèle les parties des centres, mais à nouveau, l'étude de l'attention exige un certain degré de rappel de soi. Fin de citation. Je ne peux pas étudier l'attention si je n'ai pas un certain degré de rappel de soi. Donc pour observer les centres, il nous faut une certaine qualité d'attention ou une certaine modalité de l'attention que l'on appelle rappel de soi. Mais si nous voulons comprendre quoi que ce soit, il s'agit d'étudier cette attention. Il nous faut pour cela un certain degré de rappel de soi. Comme nous nous étudions nous-mêmes, mais que la partie mécanique de ces centres nous amène à agir mécaniquement dans tous les aspects de notre vie, c'est-à-dire mécaniquement sans attention ou émotionnellement, mais avec une attention captivée, donc qui ne peut pas faire un effort d'observation et de compréhension, il faut travailler possiblement avec la partie intellectuelle de chaque centre. Et il nous faut pour cela provoquer un état de rappel à nous-mêmes suffisamment intense, suffisamment profond et suffisamment long pour pouvoir en être capable. Tout travail sur nous-mêmes dépend du rappel de soi. Et sans le rappel de soi,
aucun progrès n'est possible. Le rappel de soi est clairement lié au développement de l'être. Il dit, et je cite, le rappel de soi est un éveil partiel ou un début d'éveil. Bien évidemment, soyons très clairs à ce sujet, aucun travail ne peut être accompli dans le sommeil. Fin de citation. Donc c'est la fin de cette conférence et il termine encore, comme les conférences précédentes, par la notion du rappel de soi et son importance. Je vous renvoie aux vidéos précédentes ou à son livre si vous voulez approfondir. Le rappel de soi est la clé du développement intérieur. Il est la clé du rééquilibrage de nos centres. Et donc, il est la clé d'accès à ce qu'on appelle l'homme numéro 4, puis à l'homme numéro 5. Sans ce rappel de soi, sans arriver à une certaine maîtrise du rappel de soi, nous ne pouvons que rêver que nous évoluons ou rêver que nous sommes éveillés. Le rappel de soi nous permet d'abord de réaliser à quel point nous dormons. Nous dormons en nous-mêmes, à quel point toutes nos actions sont mécaniques. Nous ne sommes absolument pas là lorsque nous mangeons, lorsque nous discutons, lorsque nous travaillons, etc. Et cela, nous avons d'abord besoin de le réaliser totalement, d'en prendre conscience. Alors quelque chose devient possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine pour la dernière conférence dans laquelle il sera question de la notion d'école et de ses relations, des relations de Ouspensky avec M. Gurdjieff, et notamment quelques questions et réponses dont je vais résumer le propos.